Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du CAP. C'est notre première émission et nous allons aborder les pâtes de base. Nous allons voir tout d'abord la pâte sucrée, puis la pâte sablée, puis la pâte brisée ou pâte à foncer. Et avec une de ces trois pâtes, nous allons faire donc une réalisation qui sera la tarte aux poires bourdaloue, qui peut être un thème abordé durant votre examen de CAP pâtissier en candidat libre. Donc on commence tout de suite par la pâte sablée. Donc il nous faut 250 g de farine, vous prenez la farine type 55. Il nous faut également 125 g de beurre, vous prenez du beurre à température ambiante, donc un beurre mou. Ensuite 150 g de sucre et 50 g d'œuf, c'est-à-dire la valeur d'un œuf entier. Donc on va commencer par mettre notre farine sur le plan de travail. Alors je travaille à la main, je ne prends pas mon robot. Le but dans l'examen, bien sûr, c'est de pouvoir montrer ce que vous savez faire, mais avec vos mains. Alors, il y a des cas, il y a des exceptions où on peut vous autoriser l'utilisation du robot. Dans ce cas-là, le principe est le même, sauf qu'au lieu de le faire sur le plan de travail, vous le faites dans la cuve. Mais on va quand même rester dans la fabrication manuelle, de façon à être vraiment dans le CAP. Et si vous avez l'avantage d'utiliser votre robot durant l'examen, c'est tant mieux pour vous. Alors, la pâte, on a dit sablée. On va commencer par mettre la farine en fontaine. On va y rajouter le sucre à l'intérieur. Et je vais y rajouter le beurre. Alors, pâte sablée, comme son nom l'indique, nous allons faire un sablage. Donc, nous allons commencer par mélanger tous ces éléments, dans les éléments secs, à savoir farine et sucre et le beurre, avec les mains, de façon à obtenir un sablage. Alors, il suffit de malaxer entre les doigts, entre le pouce et les autres doigts de la main, de façon à obtenir ce sablage un petit peu comme un crumble. Donc ça s'obtient assez rapidement. Et ensuite, on va hydrater donc cette préparation avec l'œuf. À savoir que dans une pâte sablée, il n'y a jamais d'eau. Jamais d'eau, jamais de lait. Donc, attention, c'est seulement l'œuf qui hydrate notre pâte et qui lui donne la texture souhaitée. Voilà. Donc, regardez bien le geste. Je fais comme ceci. J'écrase, en fait, et je suis en train d'enrober, en fait, j'enrobe pas le beurre de farine, mais j'enrobe la farine et le sucre de beurre. C'est un petit peu différent, c'est un petit peu l'inverse, pour, en fin de compte, obtenir un sablage qui est relativement irrégulier. Je ne vais pas aller jusqu'à un sablage comme si je voulais faire réellement une recette de crumble. Et là, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Maintenant, je vais donc y rajouter mon œuf, donc la valeur d'un œuf entier. Et là, je vais commencer à le mélanger au milieu. Et progressivement, je vais incorporer tout mon sablage pour au final obtenir donc une pâte qui aura la bonne consistance. Cette pâte devra être réalisée à l'avance. Elle devra reposer au frigo avant d'être utilisée. Alors, la pâte sablée nous donnera après cuisson une pâte relativement croustillante et sableuse. Contrairement à la pâte sucrée qu'on va voir juste après, qui donnera une pâte beaucoup plus compacte, là je parle après cuisson, beaucoup plus compacte mais également très croustillante. Alors après, quelle pâte utiliser selon ce que vous voulez faire comme pâtisserie, comme tarte en fait. Mais ça, c'est vous qui décidez selon la texture que vous voulez obtenir. Une pâte donc sucrée sera beaucoup plus compacte, beaucoup plus cassante, avec un effet un peu plus carton. Attention, je ne dis pas que c'est du carton, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Tandis qu'une pâte sablée sera beaucoup plus friable, sera également très croustillante. Voilà, donc je rassemble tout en une seule boule. Je n'hésite pas à ramasser toutes les petites miettes. Et ensuite, on va ce qu'on appelle fraiser ou phraser. Alors fraiser, c'est le terme en cuisine, phraser, c'est le terme en pâtisserie.
Avant ça, je retire toutes les particules qui restent sur mes doigts. Et on va donc phraser. Donc avec la paume de la main, on va venir écraser la pâte. Ça, c'est pour vérifier son homogénéité. Et éventuellement, s'il restait un morceau de beurre dans la pâte, c'est pour l'écraser et l'incorporer. On ne fait qu'un passage, on ne va pas insister. Il ne faut pas mélanger cette pâte avec excès. C'est une pâte, une fois qu'elle est homogène, on n'y touche plus. Et là, à ce stade de la recette, je vais donc la filmer bien comme il faut au contact, la mettre à plat pour qu'elle puisse prendre le froid rapidement à cœur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je ramasse d'abord tous les petits débris, voilà. Donc papier film, on positionne la pâte au milieu, on l'enferme. Voilà, et là, je peux bien l'écraser de façon à ne pas laisser d'air entre la pâte et le papier film. Et je ferme les bords. Voilà. Et là, je l'écrase bien. Et à ce stade, on la met au frigo. Donc, cette pâte peut se conserver plusieurs jours au frigo. Si vous voulez l'utiliser de suite, à faire assez rapidement, vous la laissez au moins 1 heure ou 2, qu'elle prenne bien le froid, qu'elle se raffermisse et qu'elle se détende. Et après, vous pourrez faire votre préparation. Voilà, on se retrouve dans 2 minutes pour faire maintenant la pâte sucrée. Alors, seconde pâte, la pâte sucrée, donc, qui est constituée de beurre, toujours du beurre ramolli. Donc ici, nous avons 100 g de beurre. Nous avons 80 g de sucre glace. On pourrait également utiliser du sucre en poudre, mais c'est mieux le sucre glace parce qu'on va moins le sentir à la dégustation. Les petits grains de sucre en poudre vont rester présents. Tandis que là, on aura vraiment une pâte très fine à 100 grains. Ensuite, il nous faut une pincée de sel. Il me faut un œuf, soit 50 grammes environ. Et également de la farine, donc farine type 55. Il nous faut 200 grammes. Alors, contrairement à la première pâte, où nous avons commencé par un sablage, en le mélangeant entre les mains, de façon à obtenir une sorte de crumble, là, nous allons faire un crémage. Alors le crémage se passe entre le beurre, qui doit être pommade. Voilà, on récupère bien tout le beurre. Et également le sucre. Voilà, là je le fais non pas sur le plan de travail, mais je le fais directement dans un cul de poule. On pourrait également le faire au batteur de type KitchenAid, mais je le rappelle, là, on est vraiment dans un contexte CAP, donc on est censé pouvoir le faire à la main et ne pas s'aider avec un batteur. Ceci dit, vous pouvez avoir un batteur à disposition, ça peut être autorisé le jour de l'examen. Ça dépend des centres d'examen. Voilà, et là donc on va mélanger et obtenir donc une texture pommade, d'où le terme crémage. Donc là c'est un mélange par crémage. Donc on mélange bien jusqu'à ce que tout le beurre et tout le sucre soient incorporés et ne forment que ce soit bien homogène. Et on obtient donc la texture d'une crème, tout simplement. Voilà, donc on commence cette pâte dans un cul de poule et on va la terminer comme la pâte sablée sur le plan de travail. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, lorsqu'on a obtenu donc notre texture crémeuse, on va y rajouter l'œuf, donc l'œuf entier. On va y rajouter également le sel. Dans cette pâte, il y a un petit peu de sel. Le sel est un exhausteur de goût, c'est un ingrédient qui est en quantité très très réduite, mais qui joue son rôle, donc c'est important. Et là, on va mélanger donc tous ces éléments. L'œuf va avoir beaucoup de mal à s'incorporer, ce qui est tout à fait normal, vu que la masse de base, c'est principalement du beurre. Il y a du sucre également, mais le mélange va se faire très très mal. Voilà, on corne bien.
Je décolle également tout du fond du cul de poule. Alors, on n'utilise pas un fouet, on utilise une spatule. Voilà, là le mélange ne va pas pouvoir aller mieux. Non, regardez, on retrouve les morceaux de beurre, on retrouve de l'œuf. Le mélange ne va pas se faire plus que ça. Maintenant, je vais venir disposer sur mon plan de travail donc ma farine. Alors, j'aurais pu très bien rajouter ma farine dans le cul de poule, ça aurait fait pareil. Mais bon, c'est pour vous montrer vraiment le bon procédé. Je mets ma farine en fontaine. J'incorpore, donc, là je vais prendre la maryse pour tout bien corner. J'incorpore mon mélange œuf, sucre, beurre. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir mélanger avec les doigts et incorporer progressivement la farine. Et en incorporant cette farine, en fait, on va pouvoir obtenir un mélange homogène sans aucun problème. Alors, cette pâte, comme la pâte sablée, une fois qu'elle est formée, on ne la travaille pas avec exagération. Une fois qu'elle est homogène, on la filme et on la laissera reposer au frigo. Le risque, c'est de trop la travailler, de trop vouloir la rendre homogène, d'avoir quelque chose qui aura donc qui aura été trop pétri, pardon. Et après la cuisson, vous vous en rendrez compte, vous aurez une pâte qui aura un effet carton. Là, on peut vraiment parler d'effet carton, une pâte très cassante, et ce n'est pas du tout le but recherché. Donc attention, ne pas trop travailler ces pâtes. Voilà. Donc là, on commence à obtenir quelque chose de bien. Il reste encore pas mal de farine. Donc l'inconvénient, c'est qu'on s'en met plein les doigts, mais on est en condition d'examen, donc on n'a pas le choix. Voilà. Donc progressivement, on incorpore tout. On peut se prendre une petite corne qui va nous aider à tout ramener au centre et à tout décoller s'il y a un petit peu de particules collées sur le plan de travail. Voilà, et là on va obtenir donc une boule homogène très rapidement, un peu collante, ce qui est normal. Il faut que la pâte repose au frigo avant d'être utilisée. Alors on la met dans le frigo pour que la pâte se repose, se raffermisse, se détende, et également pour éviter que la pâte se rétracte à la cuisson. Si on travaillait en direct, bon déjà vous aurez beaucoup de mal à l'étaler, mais imaginons que vous arriviez à l'étaler et à foncer un cercle, vous allez avoir un effet de rétractation à la cuisson. Donc le fait de la laisser reposer au frais, on réduit beaucoup ce phénomène de rétractation. Voilà, donc j'obtiens une pâte relativement homogène. À ce stade, j'arrête de la pétrir. Je vais juste la filmer comme tout à l'heure pour la protéger de l'air. Donc je la recouvre. Là, j'aplatis bien avec la paume de la main et je viens donc l'envelopper comme ceci. Voilà, là on n'a plus qu'à la mettre dans le frigo et on se retrouve tout de suite pour la troisième pâte, ce qui sera la pâte brisée, appelée également pâte à foncer. Dans la troisième pâte, la pâte brisée ou pâte à foncer qui comprend 200 g de farine type 55, un petit peu de sucre et de sel que j'ai mélangé ici, également du beurre. Nous avons donc 100 g de beurre. Alors pour le sucre, on a 5 g de sucre et 3 g de sel environ, et de l'eau, 75 g d'eau. C'est la seule pâte qui contient de l'eau, des trois pâtes qu'on a vues ce matin. Dans les autres cas, l'hydratation se fait par l'œuf. Ici, elle se fait par l'eau. Donc on va faire un petit peu comme la pâte sablée, on va faire un sablage.
Donc on va verser notre farine sur le plan de travail. On va la mettre en fontaine. On peut y rajouter notre sucre et notre sel. Alors le sucre est facultatif, ça dépend ce que vous allez en faire derrière. Et on va y rajouter notre beurre coupé en petits morceaux, qui sera un beurre à température ambiante. Alors cette pâte est souvent utilisée dans les quiches, les tourtes, c'est-à-dire les préparations salées. Donc le sucre, il n'a que 5 grammes, donc vous le mettez si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous le supprimez. Mais ça ne va pas vous sucrer la pâte pour autant. Ça va vous apporter une pâte qui va bien colorer la cuisson. Ça va vous apporter un petit goût en plus qui sera très subtil. Mais cette pâte est destinée donc plutôt pour faire une quiche, genre quiche aux rennes, quiche au poireau, quiche au saumon. Voilà. Elle est utilisée également pour faire, dans le cas de préparation sucrée, une tarte aux pommes par exemple. Donc ça c'est la recette de la pâte idéale. Dans certaines recettes, vous allez voir également qu'on peut y rajouter un jaune d'œuf. Donc il n'y a pas qu'une seule recette qui existait, ça c'est vraiment la recette de base. Mais dans certaines recettes, on rajoute un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, à la cuisson, déjà il va donner un peu de couleur à la pâte. Et à la cuisson, il va coaguler, donc jouer l'effet un peu ciment et nous faire obtenir une pâte qui sera beaucoup plus, qui aura une meilleure tenue. Voilà, donc là je fais mon sablage. Donc j'ai mélangé tous les éléments secs avec mon beurre. Vous voyez, je passe la pâte entre les doigts de ma main et le pouce, de façon à obtenir le sablage, sorte de crumble grossier. Voilà, on ne va pas chercher plus loin. Je vais remettre tout ça en fontaine et je vais pouvoir y rajouter l'eau. De l'eau tempérée. Et là, je vais commencer à mélanger. Alors, s'il y avait un jaune d'œuf, on le rajoute maintenant. Le jaune d'œuf va se diluer dans l'eau et va s'incorporer progressivement à la pâte. Donc là, je commence à mélanger progressivement en rajoutant la partie sablage à l'eau. C'est une pâte qui aura également besoin de reposer au frais avant utilisation. Voilà, et là je rajoute donc toute la partie très molle du départ n'existe plus. Là, le but est de rassembler tout en une seule boule pour obtenir notre pâte sablée, appelée également pâte à foncer. Voilà, donc on décolle un petit peu tout l'excédent de pâte des doigts. C'est bien d'avoir un petit récipient de farine à côté pour tout bien décoller. Vous trempez vos doigts dedans et vous frottez. Mais attention, si vous rajoutez de la farine pour vous nettoyer les mains, mettez-en peu pour ne pas modifier les proportions de notre pâte. Voilà, là je récupère donc le maximum de choses qu'il y a sur le plan de travail. Voilà, et là je vais fraiser ma pâte, toujours pareil, avec la paume de la main. Voilà, on ne va pas la travailler plus que ça. Moins on la travaille, mieux c'est. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit homogène, qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre visibles. Et là, je vais une fois de plus la filmer au contact et la laisser poser au frais. Donc dans l'idéal, si vous pouvez la faire la veille, ça c'est pour quand vous faites ça à la maison, eh bien, vous la laissez reposer toute la nuit au frigo. Sinon, en examen, vous aurez certainement des cellules de refroidissement à disposition, ou du moins des frigos qui fonctionnent très bien, et vous pourrez la laisser reposer au moins 1 heure avant de l'utiliser. Voilà pour les 3 pâtes. Donc on va revenir sur, je vais juste nettoyer un petit peu le plan de travail, sur les 3 pâtes qu'on a vues. Donc on a la pâte sablée que nous avons fait
en première position. Nous avons la pâte sucrée que nous avons vue en seconde position. Et la pâte brisée, appelée également pâte à foncer, qui est en troisième position. Donc aujourd'hui maintenant, nous allons faire une tarte aux poires bourdaloue. Donc c'est une tarte qui est au thème du CAP pâtissier, au programme, je veux dire. Et on va utiliser donc une pâte sablée, donc c'est-à-dire la première pâte qu'on a réalisée. Alors j'ai une pâte dans le frigo qui est déjà prête, qui a bien reposé. C'est important de la laisser reposer, je le redis, surtout ne pas sauter cette étape. Ensuite, dans une pâte sablée, on peut y rajouter certains éléments comme de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Alors ça va être le cas dans la pâte que je vais vous montrer. Alors j'ai une pâte qui est exactement la même que celle-ci. On va foncer un cercle et ensuite on devra laisser reposer à nouveau ce cercle au frigo avant la cuisson. Et là je vais utiliser une autre pâte sablée dans laquelle j'ai rajouté de la noisette brute, c'est-à-dire la noisette à la petite peau brune. Donc on va voir ces petits points noirs dans la pâte. Mais sinon la recette est absolument identique, la façon de la faire est absolument identique. C'est juste au niveau des ingrédients un petit peu que les proportions changent. Si cette recette de pâte sablée aux noisettes vous intéresse, vous l'avez sur le site, vous tapez pâte sablée noisette et vous allez tomber dessus pour avoir tous les ingrédients. Donc voilà, j'ai été récupérer une pâte que j'ai réalisée la veille, donc qui a bien pris le froid. Elle est restée donc toute la nuit dans le frigo. Et ça c'est important. Donc quand vous allez l'utiliser le lendemain ou quelques heures plus tard, vous allez quand même la laisser revenir un petit peu à température parce qu'elle est froide, donc friable, vu qu'il y a eu très peu d'ajout très peu d'hydratation, rien qu'avec l'œuf, avec l'eau. Donc c'est une pâte qui est relativement fragile. Donc on va commencer par fleurir le plan de travail pour pouvoir l'abaisser. Ici j'ai un cercle à tarte, c'est un cercle à tarte haut donc qui fait une hauteur de 2,5 et qui fait 20 cm de diamètre que j'ai positionné sur une plaque à pâtisserie qui est recouverte soit d'une toile cuisson silicone, soit d'un papier sulfurisé tout simplement, et qu'on va utiliser pour faire notre tarte aux poires bourdaloue, qui est donc le dessert du jour. On va quand même graisser très légèrement l'intérieur de notre cercle avec un petit peu de beurre. Alors, on en met très peu, hein. On a besoin vraiment d'une noisette. Voilà, j'en ai beaucoup trop, et là je l'étale avec un doigt ou un pinceau proprement. Le jour de l'examen, si vous avez un jury qui vous regarde, préférez le pinceau que le doigt. Ça c'est pour... Là on est à la maison, hein, on est entre nous. Voilà. Et vous réservez ça de côté. Alors on n'est pas obligé de graisser le cercle, mais c'est quand même mieux. Ça dépend de la qualité de votre cercle. Logiquement la pâte devrait se détacher, se rétracter très très légèrement et se décoller du cercle durant la cuisson. Mais bon, le fait d'avoir mis un petit peu de beurre, ça assure nos arrières. Donc là maintenant, ma pâte, elle est ici, elle a une forme donc légèrement carrée, on aurait pu la faire une forme ronde, ça c'est à vous de voir. Je vais effleurer également sur le dessus pour éviter que ma pâte accroche au rouleau et je vais commencer à l'abaisser donc tout doucement. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre pour arriver à un cercle. Alors je ne vais pas faire par rapport à la taille de mon cercle, je vais faire par rapport à l'épaisseur de ma pâte. Parce que si j'avais 1 kg imaginons j'ai 1 kg de pâte et je l'étale à la taille de mon cercle, je vais avoir quelque chose de beaucoup trop épais. Donc là je veux vraiment avoir une pâte, là j'ai beaucoup trop de pâte pour mon cercle, je veux avoir une pâte sur une régularité de 3-4 mm d'épaisseur, pas plus. Sinon on va être après dans la lourdeur, ça va être, s'il y a trop de pâte dans le dessert, ça ne va pas marcher. Ici, je vérifie toujours que ma pâte ne colle pas au plan de travail. Donc, je n'attends pas que ma pâte soit étalée et sur une fine couche pour la manipuler. Donc, je vais chercher la farine à droite et à gauche qu'il y a sur le plan de travail. J'en rajoute le moins possible. Il faut qu'il y ait très peu de farine dessous. Et là, je continue à l'étaler donc au rouleau, tout doucement. J'essaie de garder cette forme à peu près ronde ou carrée. L'important, c'est d'être plus grand que mon cercle. Donc ici, je ne suis pas assez abaissé. De toute façon, je suis beaucoup trop épais. Voilà. Et là, je repars chercher
de la farine. Et j'étale donc ma pâte délicatement. Donc là, je suis sur la pâte qu'on a faite, que je vous ai montré juste avant, en démonstration. Donc une pâte sablée de base, hein, la recette traditionnelle. Tout à l'heure, vous allez voir, j'ai un cercle déjà foncé dans le frigo que l'on va cuire avec la garniture de crème d'amande et de poire pour faire notre tarte bourdaloue. Là, on aura une pâte sablée à la noisette. Alors pourquoi j'ai utilisé une pâte sablée à la noisette? Parce que c'est une pâte qui aura un meilleur goût, qui va apporter ce goût de noisette, de fruits secs, et qui va être bien meilleur. Voilà, ça c'est juste une question de choix personnel. Il n'y a aucune différence de cuisson, de résultat, c'est juste une question gustative. De toute façon, sachez bien que durant l'examen, vous allez avoir non pas la technique pour réaliser votre pâte sablée par exemple, mais vous allez avoir les ingrédients. Donc là, vous allez vraiment devoir vous calquer à ce que le jury vous demande. Donc tant de farine, tant de beurre, tant de sucre, tant d'œufs, tant de tous les ingrédients. Vous pourrez éventuellement utiliser une recette à vous. Sachez que vous pouvez avoir un petit carnet de recettes. Personne ne vous empêche d'utiliser vos recettes. Si vous êtes sûr de votre pâte sablée, qu'elle est super, qu'elle ne bouge pas à la cuisson, que vous allez avoir un résultat topissime, mais utilisez votre recette durant l'examen, c'est autorisé. Alors là, je vais venir rouler ma pâte sur le rouleau à pâtisserie, délicatement. Elle est très fragile, donc il ne faudrait pas qu'elle se déchire. Et là, je viens la dérouler sur mon cercle à tarte. Et je vais donc foncer mon cercle, c'est-à-dire je vais faire épouser à la pâte la forme du cercle. Donc bien descendre la pâte jusqu'au fond, bien faire épouser l'angle droit. Et ensuite, on va retirer tout l'excédent de pâte. Alors ça se fait, on accompagne la pâte, on n'appuie pas dessus fortement, on l'accompagne, on la fait descendre vraiment jusqu'à l'angle pour éviter de l'étirer plus qu'il ne faut. Et je la prends avec ma main gauche et avec ma main droite, je lui fais épouser bien les angles. Alors ça se fait progressivement, hein. Je ne suis pas encore avec un angle parfaitement épousé là, mais j'y vais progressivement. Voilà, il faut que les parois, la pâte adhère bien aux parois. Le fait que les parois soient graissées avec un petit peu de beurre, ben, ça va mieux adhérer. Voilà. Donc la technique de fonçage, c'est la même, quelle que soit la pâte que vous utilisez, quelle que soit la préparation que vous faites. Si vous faites une quiche avec une pâte brisée, par exemple, vous pouvez faire avec un cercle à mousse pour avoir une quiche bien épaisse et un bord plus haut. Ça, c'est vous qui voyez, c'est un petit détail. Ensuite, j'enlève donc tout l'excédent de pâte avec mon rouleau à pâtisserie. Bien sûr, cette pâte, vous la remettez en boule et elle est prête à être réutilisée. Cette pâte peut être congelée, donc bien emballée dans un papier film, congelée, elle va se conserver pendant plusieurs semaines sans aucun problème. Ensuite, je me farine très légèrement les doigts et là, je vais venir donc presser et bien marquer l'angle droit avec mon pouce et mon index. En fait, je fais remonter un petit peu la pâte à l'extérieur du cercle. Voilà, comme ceci. Je fais tout le tour. Et ensuite, avec une petite lame de couteau, je viens retirer l'excédent en incisant de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il existe d'autres techniques de fonçage qui donnent des fonçages parfaits qu'on peut voir sur les réseaux sociaux,
on en entend parler sur Instagram, Facebook et compagnie. Là, on est dans la réalisation d'un fonçage de façon traditionnelle, donc tel qu'on doit l'apprendre lors de l'examen. Donc n'allez pas vous lancer dans des fonçages un petit peu modernes, on va dire, comme on peut les voir de nos jours. Restez dans la tradition, vous êtes en période d'examen, vous passez votre examen, donc attention à ça. Vous aurez tout à fait le temps et le droit de faire des fonçages plus modernes plus tard lorsque vous serez à la maison ou si vous devenez pâtissier un jour. Ça sera votre choix, mais pour l'instant, vous restez comme on le fait à la base. Et c'est pas fini. Ici, on va, avec l'ongle du pouce, on va venir décoller la pâte très légèrement. Alors, il ne faut pas avoir un ongle long, bien sûr, hein. Juste le bord de l'ongle. On vient décoller la pâte très légèrement sur tout le bord du cercle pour avoir vraiment une finition très propre. Voilà, on va jusqu'au bout. Voilà, donc le résultat d'un fonçage quasi parfait pour notre tarte aux poires bourdaloue. Donc à ce stade de la recette, on ne va pas encore mettre notre pâte à cuire. On va la remettre au frais, minimum 1 heure, voire même au congélateur. On peut très bien utiliser une pâte congelée et la mettre congelée à cuire immédiatement. Ça ne pose aucun problème. Ça, c'est pour que les bords de la pâte restent bien droits. Il ne faut pas que ça s'écroule. Alors ça, c'est dans le cas où on faisait une cuisson à blanc. Ici, on ne va pas faire une cuisson à blanc, on va faire une cuisson avec une garniture. Donc les bords vont rester relevés parce qu'ils seront maintenus par la garniture. Mais c'est important de rester donc au frais ou au congélateur. Ces fonds de pâte peuvent être réalisés bien à l'avance. Bien sûr, vous les laissez dans les cercles. Vous les stockez au congélateur. Vous les stockez au congélateur, mais pas à l'air libre. Vous les mettez quand même vous les emballez, que ce soit bien propre. Vous ne les gardez pas non plus 1 mois dans votre congélateur. C'est juste pour faire un petit peu de mise en place pour anticiper un événement à la maison ou à votre travail. Si vous avez, je ne sais pas, 15 tartes poires bourdaloue à sortir pour tel jour, vous n'allez pas faire vos 15 fonds de pâte le matin ou la veille. Vous pouvez les faire quelques jours avant, les stocker au congélateur bien proprement et comme ça vous aurez vos fonds de pâte prêts et le jour J vous n'aurez plus qu'à mettre la garniture, les poires, la cuisson et terminer vos poires. Voilà, ça s'appelle de la mise en place, il faut le savoir. Donc ça je le mets dans le frigo. On se retrouve de suite après avec mon autre fond de pâte qui est déjà foncé, qui est à la noisette cette fois-ci, donc il sera un tout petit peu différent d'un point de vue visuel ici. Et puis on va réaliser enfin notre tarte aux poires bourdaloue, qui est donc une recette emblématique de la pâtisserie française, qui est vraiment excellente et je vous montre tout ça dans quelques instants. À de suite. Bien, on continue avec donc la crème d'amande qui est donc l'un des composants principaux de notre tarte aux poires bourdaloue, qui est composée donc de pâte sablée à la noisette ici. Elle est encore dans le frigo, je vous la montrerai après. Ensuite, de la crème d'amande, donc qu'on va faire de suite, et puis de poires, dont des poires au sirop. Vous pouvez faire avec des poires fraîches que vous ferez pocher à la maison, mais durant l'examen, vous n'aurez pas des poires fraîches, vous aurez des poires au sirop. Quel que soit l'entremets que vous allez réaliser, voilà, sachez-le. Donc, on va commencer par crémer le beurre et le sucre. Alors, je vais mettre le beurre dans le fond de la cuve. J'utilise un beurre à température ambiante. La recette est d'ores et déjà sur le site. Donc vous tapez tarte aux poires bourdaloue, vous allez dans les ingrédients, vous avez un lien crème d'amande. Vous aurez tous les ingrédients qui seront énumérés. Et le sucre en poudre. Et là, je vais commencer à mélanger au fouet. On va crémer. C'est un petit peu la même façon que de faire la pâte sucrée tout à l'heure. On a crémé le sucre glace et le beurre, sauf qu'on l'a fait avec une spatule à la main. Là, on va le faire de façon mécanique avec le KitchenAid. Donc, le but est d'obtenir une texture pommade, donc comme une crème, d'où le terme de crémage.
Il faut plus du tout qu'il y ait de sucre visible en poudre. Donc là, je vais obtenir quelque chose de bien lisse. Je mélange un petit peu histoire de blanchir également. Voilà, ensuite je vais rajouter la poudre d'amande donc. Je mélange, je commence à mélanger du moins. Voilà, j'arrête assez vite parce qu'en ajoutant cette poudre d'amande, ben ça devient compact assez rapidement. Et là, je vais hydrater donc ma préparation avec les œufs. Donc les œufs entiers, je les rajoute. Et je continue à mélanger. Et là, je vais bien mélanger, bien émulsionner de façon à faire rentrer de l'air dans la préparation. Alors là, je vais utiliser de l'amande brute, c'est-à-dire qui contient la petite peau noire, la peau marron qu'il y a autour de l'amande elle-même. C'est pour ça qu'on va obtenir une crème d'amande qui sera un peu brune et pigmentée de points noirs. À la maison, vous pouvez, si vous le voulez, utiliser de l'amande blanchie, de la poudre d'amande blanchie, c'est-à-dire de la poudre d'amande qui sera vraiment blanche. Voilà, ne pas hésiter en cours de route à bien corner le récipient, parce qu'il y a du beurre qui reste collé sur les parois du récipient, le fouet n'arrive pas à tout ramasser. Voilà, et là on continue. Alors je travaille également avec des œufs à température ambiante. Alors c'est un détail, mais c'est important quand même, parce que le seul fait de rajouter un œuf qui sort du frigo dans ma cuve va faire figer le beurre. Pas instantanément, mais va commencer à le faire figer, parce qu'on amène du froid dans la préparation. Et en fait, on ne va pas réussir à avoir une crème d'amande qui va être vraiment lisse. On va avoir une crème d'amande avec des morceaux de beurre qui vont rester. Donc, si j'ai tous mes ingrédients qui sont en température ambiante, déjà, je vais avoir une texture qui va être beaucoup plus homogène. Donc là, je vais battre de façon à bien faire pénétrer de l'air à l'intérieur. Je vais rajouter après la crème fleurette. Donc c'est de la crème à 35% de matière grasse. Voilà, donc je rajoute ma crème fleurette. Je vais corner d'abord, tout ramener bien au centre. Ce qu'il y a sur le fouet, on peut le laisser sur le fouet, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je ramène tout ça bien au fond du récipient. Je vais commencer à mélanger délicatement. Et en dernier lieu, je vais rajouter la farine. Donc là, je mélange à vitesse lente. Et la farine qui reste ici, qu'on va rajouter pour finir notre préparation. Un petit coup de fouet. Encore une dernière fois. Pour être sûr que tout soit bien mélangé. Voilà, je mélange à nouveau une dernière fois. Et c'est fini. Voilà, notre crème d'amande est prête. Elle peut être utilisée immédiatement. Ce n'est pas nécessaire de la laisser reposer dans le frigo. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on va poursuivre par le montage de notre tarte. Donc, j'ai tous les éléments nécessaires, à savoir ma crème d'amande, mes poires au sirop qui ont été bien égouttés et mon fond de pâte, donc que je vous montre en gros plan. C'est le fameux fond de pâte, pâte sablée avec les petits morceaux d'amande qui sont visibles, les petites peaux noires. Voilà. Sinon, c'est la même recette que tout à l'heure. Alors, je vais commencer par mettre
ma crème d'amande dans la poche à douille. Voilà. Donc cette crème d'amande se travaille à température ambiante. Donc elle vient d'être réalisée. On ne la laisse pas reposer, ce n'est pas nécessaire. Et je vais venir donc garnir le fond de ma pâte sablée qui est bien froide, elle par contre. Elle pourrait être congelée également, ça ne serait pas gênant. Mais elle sort du frigo. Notez également que j'ai allumé un four à chaleur tournante et que j'ai préchauffé à 170 degrés. Voilà, je vais venir mettre une couche donc, de crème d'amande sur le fond. Alors, je ne vais pas garnir sur toute la hauteur. Je vais mettre un cordon simplement. Il ne faut pas que les poires s'enfoncent dans la crème d'amande et qu'elles disparaissent. Donc, c'est juste mettre un fond de crème d'amande qui fait environ 1 cm d'épaisseur. Voilà, et pour en mettre partout, je le mets donc en formant une spirale comme ceci. Voilà. Voilà, si on veut, on peut combler des petits trous. À savoir, cette crème d'amande, sous l'effet de la chaleur du four, va se liquéfier. Alors si c'est pas bien régulier, c'est pas très grave. Il faut qu'il y ait une régularité quand même sur l'épaisseur. Mais après, si c'est pas bien net, comme c'est le cas là, on voit que c'est pas très net, c'est pas très grave. Ensuite, on va prendre donc les poires qu'on va émincer. Donc avec un couteau éminceur et qu'on va venir donc déposer sur la crème d'amande comme ceci et que je viens coucher très légèrement sans les enfoncer plus que ça dans la crème. Alors, évitez d'y mettre des poires crues, des poires fraîches qui n'ont pas été pochées au préalable. La poire va rendre beaucoup de jus à la cuisson et vous risquez d'avoir des soucis de pâte pas bien cuite parce que le jus va empêcher la cuisson de la pâte. Vous aurez de gros inconvénients. Les poires, si vous voulez les pocher vous-même, vous les faites avec de la poire comice, je vous préconise de prendre, ou de la poire William. Il faut la pocher dans un sirop léger, donc un sirop à 16 degrés. Vous vérifiez la cuisson de la poire en la piquant régulièrement pour voir si elle est cuite ou pas cuite. Et puis après, vous la laissez refroidir dans le sirop et vous obtenez donc ce résultat-là. Après l'avoir coupé en deux, enlever le trognon, vous la disposez comme je le fais là actuellement sur la tarte. Et voilà, la dernière demi-poire. Voilà, on pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, si il nous reste un peu de poire, prendre un petit bout et le déposer au centre, comme ceci. Voilà, on essaie de les arranger, de bien les répartir. Et voilà, et à ce stade de la recette, là, on n'a plus qu'à mettre notre tarte dans le four pour la cuisson, qui va durer, alors ça varie selon les fours, qui va durer entre 30 et 40 minutes environ. Donc je l'enfourne et on se retrouve dès qu'elle est cuite. Donc la cuisson de notre tarte se termine, il reste 2 minutes environ. Je l'aurai cuite en tout et pour tout 35 minutes, donc à 170 degrés. Par contre à la maison ou au travail, peu importe, faites attention, chaque four est différent et le temps de cuisson peut être un peu plus court ou un peu plus long. Alors, on va commencer à préparer donc les éléments de finition. Ici j'ai du nappage
du nappage blond abricotine, donc du nappage qu'on met généralement sur les tartes aux pommes. Ne pas confondre avec le nappage miroir neutre. Le nappage miroir neutre à froid s'utilise donc à froid, comme son nom l'indique, on l'applique au pinceau. On aurait très bien pu l'utiliser pour cette recette aujourd'hui. Mais là, on va rester dans la tradition et à la base, on utilisait du nappage blond abricotine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une gelée d'abricot, ça marche pareil. On rajoute un tout petit peu d'eau, parce que là, on va le détendre, donc il a besoin d'être chauffé. Et on va donc le faire fondre au four micro-ondes pendant 1 à 2 minutes, jusqu'à ce que l'on ait quelque chose de très lisse, à puissance maximum. J'ai également préparé des amandes, donc des amandes effilées que j'ai fait griller. Alors, une technique très facile pour les faire griller, que je tiens de mon ami Thierry Bamas, qui est meilleur ouvrier de France ici à Anglette, qui est pâtissier. Pourquoi utiliser un four, un grill, une salamandre pour faire griller les amandes? Utilisez votre four micro-ondes, c'est pas plus compliqué. Vous les mettez dans un petit récipient. Voilà, vous les mettez dans un petit récipient, comme ici, et vous les mettez dans votre four micro-ondes pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, à puissance maximum, hein, au bout de 2 minutes, vous les mélangez, et vous les remettez 2 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez des amandes grillées. Et la particularité de cette façon de faire, c'est que vous n'allez pas cramer vos amandes. Vous allez avoir des amandes qui sont grillées et qui seront relativement d'une couleur homogène. Alors bien sûr, il y en a des plus claires, des plus foncées, mais avec une salamandre ou un four, vous risquez d'avoir des amandes qui vont carrément brûler si vous les oubliez. Là, vous n'aurez pas d'amandes brûlées. Donc c'est une technique très facile. Par étape de 2 minutes, dans le four micro-ondes, selon la quantité, plus il y en a, plus ça sera long bien sûr, mais au moins ça fonctionne à puissance maximum, et vous obtenez donc vos amandes. C'est un petit truc à savoir, c'est facile, c'est pratique. Donc là, mon four a sonné, donc je vais attraper ma tarte et vous montrer donc le résultat obtenu. Voilà, on obtient donc ceci. Alors, je ne vais pas dans une cuisson trop longue, volontairement, pour garder du moelleux. Ça, c'est mon goût personnel. J'aime bien que la crème d'amande dessous soit moelleuse, un peu pâteuse, et non pas trop cuite et trop sèche. Donc, volontairement, je la laisse cuire jusqu'à ce que les parties supérieures soient dorées. Mais si on regarde ici à la jonction de la poire et de la crème d'amande, on se rend compte que c'est relativement clair, relativement blanc, parce que je veux garder cette cuisson, cette mi-cuisson qui à la dégustation sera bien meilleure. Alors bien sûr, il ne faudrait pas la découper de suite parce qu'elle risquerait de s'écrouler, mais après refroidissement et un passage au frigo, vous pourrez tout à fait la couper, avoir des rations parfaitement nettes et cette texture que j'apprécie particulièrement. Donc là, on va la laisser refroidir légèrement. On peut la finir avec notre nappage. On ne va pas la démouler tout de suite parce que si je retire le cerclage maintenant, ça peut être un petit peu risqué. Donc, le nappage, il est ici. Je l'ai bien fait chauffer au four micro-ondes. Là, je le mélange bien au fouet pour vérifier qu'il n'y ait plus de grumeaux, de grains de nappage qui ne soient pas fondus. Donc là, c'est parfait. Et là, je vais pouvoir l'appliquer donc au pinceau directement. Et sur la partie crème d'amande et sur la partie poire. Bien souvent, c'est dans le commerce, on peut voir dans les vitrines des tartes aux poires de ce type-là, avec l'arête des tranches de poire qui sont bien dorées, bien caramélisées. Mais pour moi, il y a une surcuisson. Alors certes, ici les poires ne sont pas du tout colorées, mais la crème d'amande va être très très fondante en bouche. Si vous prenez une tarte aux poires du commerce avec les poires un petit peu caramélisées, vous allez avoir une crème d'amande sèche dessous, une pâte sablée qui sera trop cuite. Donc après, c'est un goût personnel, c'est à vous de voir comment vous la préférez et vous faites en fonction. Voilà, donc là, le nappage, il a 2 rôles. Un pour donner de la brillance et 2 pour protéger donc la poire et la tarte en général, hein, pour la protéger du dessèchement, parce que si vous êtes en boutique par exemple, c'est un exemple, hein, vous faites une tarte aux poires brodalou, ok,
Vous ne savez pas si elle va être vendue dans l'heure qui suit ou le lendemain. Donc, le lendemain, elle sera tout à fait comestible, bien sûr, mais le fait d'avoir été protégée par un nappage, eh bien, elle va garder son moelleux, elle va garder, la poire va garder sa fraîcheur, et ça, c'est important. Voilà, il faut aller assez vite parce que ce nappage a tendance à se regélifier rapidement. Tant qu'il est chaud, il restera liquide, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient donc répartir sur le dessus les amandes effilées, grillées. Alors c'est important pour le côté grillé, pour le goût. Hein. Si vous mettez les amandes blanches, ça ne va pas être du tout pareil. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais tenter le démoulage tout de même. On est dans un contexte de recette en vidéo, donc on n'est pas du tout... Vous voyez, je n'ai rien fait hors caméra. Je prends mon cercle, je le tire très légèrement vers le haut et il se démoule tout seul. Donc là, c'est signe que la pâte est parfaite. Elle s'est rétractée très légèrement, donc elle n'adhérait pas au cercle. Le fait d'avoir mis un petit peu de beurre à l'intérieur du cercle, on a obtenu quelque chose de très bien. Et là, on obtient donc notre tarte aux poires Bourdaloue. Je vous montre ça en gros plan. Alors à ce stade, il ne vous reste plus qu'à la transférer sur un plat de service ou un plat de présentation. Alors pour le faire de façon sûre, vous prenez un carton à gâteau que vous venez glisser délicatement dessous. Alors ici, il est légèrement plus étroit, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, vous prenez le tout. Voilà, et vous le transférez donc sur le plat de service sans encombre. Pensez à mettre le carton sous le gâteau directement sur la plaque à pâtisserie et non pas mettre le carton sur le plat de service et prendre votre tarte avec deux palettes et risquer qu'elle se casse en deux et là c'est la catastrophe. Et ainsi on obtient donc la tarte aux poires Bourdaloue qui est donc au programme du CAP pâtissier si vous le passez en candidat libre. Pour les autres, ça fait une petite recette sympathique à faire à la maison pour la famille, les enfants, le mari ou la femme, enfin peu importe. Et voilà, un dessert qui sera vraiment succulent. Moi, j'aime la manger froide, sortie du frigo. Du fait que la crème d'amande soit pas trop cuite. Et j'aime bien ce côté, pas glacé, mais froid. À température ambiante aussi, c'est pas mal. C'est à vous de voir, c'est selon ses goûts. Voilà, le résultat final. Donc c'est fini pour ce soir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live ou également une nouvelle émission sur le CAP. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.